Bonjour à tous. Deux thèmes dans ce duel des éditorialistes, le nouveau gouvernement formé et la tenue du bureau politique du Rassemblement des Républicains, le RDR. Je vous présente mes deux invités, Sylvain Debailly de la rédaction du site d'information connexioivoirienne.net. Bonjour Sylvain. Bonjour Herman. Et Ignace Bidi, notre éditorialiste. Bonjour Ignace. Bonjour Herman. Alors, 36 ministres et 5 secrétaires d'État, l'équipe gouvernementale d'Amadou Gon Coulibaly a reçu une feuille de route bien précise de la part du président de la République, accélérer les réformes pour un mieux-être des Ivoiriens et bien évidemment œuvrer pour la réconciliation nationale. Des consignes bien reçues par la nouvelle équipe gouvernementale. Armand Blédou et Joseph Zécry ont recueilli quelques impressions des membres de cette nouvelle équipe gouvernementale. Je vous propose de les écouter. Nous allons essayer de comprendre les difficultés qu'il y a dans l'antériorité. Nous allons essayer de mettre en place des process qui désormais seront plus robustes, permettront moins l'intrusion de l'homme, donc des process qui s'appuient principalement sur le numérique. Nous allons essayer de mettre des hommes rigoureux, des hommes intègres. Ce n'est pas facile, mais une fois qu'on aura mis tout ça, je n'ai aucun doute que la situation va changer et que ce ministère va commencer véritablement à travailler au service de la population ivoirienne sans qu'on entende tous les bruits de fond qu'on entend jusqu'à présent. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler au secrétariat d'État en charge de la formation professionnelle. Je veux dire que précédemment, j'ai été conseiller jeune ici à la présidence. J'ai quand même eu l'occasion, auprès du Premier ministre qui était alors secrétaire général de la présidence, à travailler sur les politiques jeunes. Les défis sont énormes. Il y a un travail important qui a été fait par mon prédécesseur Sidi Touré, donc je ne pars pas de zéro. Et nous ferons en sorte de relever tous les défis et faire en sorte que cette politique en faveur de l'emploi des jeunes soit amplifiée dans les prochains mois et les prochaines années. Notre retour au gouvernement, c'est la volonté du président de la République et du Premier ministre. Nous sommes là pour assumer pleinement notre fonction. Nous avons déjà dit que nous remercions le président de la République pour avoir renouvelé cette confiance. En ce qui nous concerne, nous devons œuvrer dans une vision partagée pour faire en sorte que le secteur qui nous a été confié, le secteur de l'artisanat, puisse être un secteur clé dans le cadre de l'émergence de notre pays en 2020 au travail. Écoutez, je suis militant du PDCI-RDA, ma position n'a pas varié. Nous demandons à l'ensemble des militants du PDCI-RDA de converger vers la paix. L'unité de la Côte d'Ivoire est la priorité que tout homme politique véritablement engagé dans le développement de ce pays doit avoir. Et donc mon appel, c'est de demander aux uns aux autres de regarder comment nous pouvons ensemble nous mettre ensemble au RHDP pour bâtir la Côte d'Ivoire. Oui, vous savez, un gouvernement, c'est des missions qui sont affectées à chaque département. Donc chacun de nous, c'est parce que le Premier ministre a vu en nous des hommes compétents pour relever ces défis. Nous allons le faire pour que vraiment désormais on puisse compter en Côte d'Ivoire un Ivoirien nouveau. Oui. Alors, retour en plateau. Au-delà des mots, c'est un gouvernement déjà très politique. Alors, au-delà des mots, que peut-on attendre de ce nouveau gouvernement composé quand même d'hommes et de femmes d'expérience, Sylvain Debailly? Non, je pense que ces inspirateurs, en particulier le chef de l'État et le Premier ministre, ont donné la feuille de route. Ils ont dit ce qu'ils attendaient de ce gouvernement. Pour l'un, un gouvernement pour s'occuper des problèmes des populations, pour l'autre, un gouvernement de combat. Et il faut donc attendre ce gouvernement à l'œuvre. C'est vrai, on analysait ici la dernière fois que c'était un gouvernement politique. Mais il faut ici également joindre notre parole à ceux qui pensent que ce gouvernement est pléthorique. 41 ministres, c'est autant de charges pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est des véhicules qu'il faut remettre aux nouveaux entrants. C'est des primes d'installation qu'il faut donner aux nouveaux entrants.
Et tout cela, à mon avis, est très lourd à gérer. Il faut reprendre les dossiers là où on les avait laissés, les instruire encore de nouveau. Bon, je pense qu'à 2 ans de l'échéance 2020, je crains qu'il n'y ait quelques chocs. Oui, mais en même temps, ça reste les priorités de la nation ne changent pas. Alors, 41 ministres, vous pensez que c'est pléthorique, mais en même temps, si ces postes-là doivent répondre à des besoins précis, la lutte contre la pauvreté par exemple, est-ce qu'on s'en priverait? D'accord, je dirais plutôt qu'un gouvernement, une mission, c'est tout à fait évident. Dans le cas d'espèce, les autorités l'ont dit clairement, il est question de répondre à l'actualité. L'actualité, ce sont les questions chaudes de l'heure. La pauvreté croissante, les problèmes de construction, l'urbanisme. Justement, ils ont dû créer des départements spécifiques pour répondre à cela. Et quelque part, c'est ce qui fait aussi l'originalité de cette composition gouvernementale. Justement, elle vient pour répondre à un souci de la population. Alors, on ne peut traiter ces soucis de la population si on n'identifie pas les secteurs dans lesquels il y a les problèmes. Et c'est justement ce qui a été fait. Et là, ces secteurs ont été identifiés. Il est question maintenant de réussir là où la population est véritablement en attente de solutions efficaces. Vous ne partagez pas ce point de vue? Oh, non, pas du tout. Je pense que depuis 2011 que Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, il doit être à son 6e gouvernement. C'est toujours la même rhétorique, hein, à chaque formation, ça peut s'occuper des problèmes des populations. Moi, je voudrais me demander, le gouvernement Et en même temps, c'est la preuve que ça reste un chantier permanent, tout ça. Oui, ça reste un chantier permanent, mais Ignace disait tout à l'heure que c'est pour répondre à des soucis, à des besoins. Bien précis. Je veux bien, mais quand on saucissonne certains secteurs... Peut-être c'est pour être plus efficace, comme le disait Ignace tout à l'heure. Oui, mais en même temps, il y a des enchevêtrements. Il y a risque là de conflit de compétences, c'est ce que je veux dire. À quel niveau? Quand tu prends le secteur, par exemple, de l'infrastructure économique qui a été dépiécé, où on trouve l'hydraulique, l'équipement, le transport routier, et quand tu prends le secteur de l'assainissement et un autre poste pour le développement durable et l'environnement, on ne sait pas à qui reviendra par exemple la tâche de l'assainissement exactement et à qui reviendra la tâche de l'enlèvement des ordures, etc. Puisque tout ça, ça fait partie de l'environnement. Voilà, c'est ce que je crains comme... Sur ce point, je n'agrée pas, je ne suis pas véritablement l'argumentation de Sylvain. Écoutez, à quel moment fait-on des réglages dans une équipe ou d'une équipe? C'est quand on constate qu'on peut mieux faire et qu'on doit mieux faire quelque part. Je pense que les autorités ont conscience de ce qu'elles sont attendues sur des faits précis, des questions sociales. C'est justement les raisons pour lesquelles elles prennent des dispositions pratiques. Je ne pense pas qu'il puisse avoir chevauchement les responsabilités, d'autant que les choses sont quand même claires. Hein? Les choses sont claires. Le ministère de la Ville, le ministère de lutte contre la pauvreté, le ministère de la communication, c'est bien compartimenté et chacun jouera son rôle. Alors, oui, mais en même temps, sur ce même point, moi, je voudrais qu'on se ramène au contexte qui a mené à la dissolution de ce gouvernement. C'était un contexte politique. Et les gens l'ont bien dit. Herman, vous l'avez même souligné ici que c'est un gouvernement politique. Alors, c'est à ce niveau que se situe ma crainte. Ma crainte que des amis politiques ont été servis et il y a risque que dans certains secteurs, on s'asseye... on donne sur ses lauriers pour dire que c'est une récompense qui est venue comme ça parce que je la méritais. Et les problèmes que les mêmes qu'on a ciblés là, on ne pourra plus s'occuper de ça. C'est ce que je dénonce. Alors, ceux qui parlent de gouvernement de combat, peut-être qu'ils se disent, en nommant Bruno Koné à la construction pour réussir quelque part, je dirais enfin, le projet des logements sociaux par exemple, oui. Parce que c'est un important projet qui tient à cœur au président de la République depuis d'ailleurs la campagne de 2010. Alors Mamadou Touré qui a été nommé à la jeunesse et à l'emploi, on sait que la jeunesse c'est resté quand même depuis toujours son terrain de jeu favori, si je peux m'exprimer ainsi.
c'est quand même, ce sont quelques indices quand même pour parler d'un gouvernement de combat ou pas, dans la perspective de 2020, je veux dire. Bon, je dirais d'entrée de jeu que nul n'a la science infuse, hein, et que nul également ne détient les solutions miracles. Monsieur Bruno Koné, tout comme d'autres personnalités dans ce gouvernement, ont été déplacés dans l'espoir d'améliorer les choses. Reste à ce qu'elle fasse preuve d'ingéniosité, de créativité, surtout de consulter les experts, de s'en remettre à ceux qui sont véritablement spécialistes dans le domaine. Il a très bien dit dans son magnéto, c'est essayer d'améliorer les choses. Voilà, essayer d'améliorer les choses. Ce qui n'a pas marché jusqu'ici. Il est conscient de ce qu'il y a des bruits de fond, c'est son expression, qu'il a des difficultés, et il arrive pour continuer le programme du gouvernement, parce que le président de la République a dit il met en place une nouvelle équipe pour continuer le programme du gouvernement. Donc il ne fera pas sa chose personnelle, vous comprenez, mais il fera l'effort, et c'est sur ça qu'il a attendu, de tirer son épingle du jeu. Sylvain Debailly. Oui, il appartient au chef de l'État, hein, c'est son pouvoir discrétionnaire de nommer ses ministres selon leurs compétences et selon les ambitions qu'il caresse. Vous avez dit Bruno Koné pour relancer la politique du logement. Des logements sociaux. Des logements sociaux. Par exemple, entre autres. Entre autres, hein, moi je veux bien qu'il réussisse enfin, parce que il y a quand même un état des lieux qui est là. Hein. En Côte d'Ivoire, au départ, c'est un besoin de 500 000 à 600 000 logements par an. Le gouvernement qui a lancé le projet de construction de logements sociaux s'était fixé un objectif de 60 000 logements par an. Aujourd'hui, on en est à 4 000 accurés selon les chiffres officiels. On est très loin de l'objectif. Et que quand Bruno Koné arrive dans ce secteur, s'il peut vraiment inverser les choses, c'est tant mieux. Mais je voudrais dire sur la question. Oui. Monsieur Bruno Koné n'est pas une exception à la matière. Ce n'est pas pour la première fois en Côte d'Ivoire ou dans le monde qu'on a nommé une personnalité à un poste où il n'est pas forcément spécialiste. Ce n'est pas une grande première. Il est un intellectuel chevronné quand même. Il n'y a pas de raison qu'on doute de ce qu'il puisse réussir là où d'autres ont réussi. Oui, c'est pourquoi d'autres ont je veux qu'il réussisse. Je veux qu'il réussisse dans l'état des lieux. Oui, mais c'est évident. Vous ne pouvez pas arriver dans un secteur et sans faire un état des lieux, sans vous imprégner des problèmes qu'il y a, sans vous projeter dans l'avenir. Je vais dire que depuis l'arrivée de Ouattara au pouvoir, ça fait quand même le troisième ou quatrième ministre dans ce domaine précis de la construction et du logement. Qui, mieux que le ministre Sanogo à l'époque, pouvait conduire cette politique où on en est aujourd'hui? Bon, c'est de cela que je veux parler. Très bien. Alors, la création d'un ministère de lutte contre la pauvreté, c'est un signal quand même fort, à mon humble avis. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à inverser la courbe, la tendance? On n'a que, avant 2020, il n'y a que 2 ans. Je dirais maintenant moins de 2 ans. Oui, effectivement, c'est court. C'est court, tout est... Il faut attendre les gens au fait. Ça va, il faut les juger au fait. C'est ce que je dis. Il faut les juger au résultat. Effectivement, la population ivoirienne, sinon la société ivoirienne, bruisse de beaucoup de récriminations, de beaucoup de griefs, notamment sur la cherté de la vie, sur l'accroissement de la pauvreté. Et on voit quand même les limites de l'action gouvernementale sur la question. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est un gros défi pour le gouvernement, de pouvoir relever effectivement cette courbe jusqu'avant 2020. Je suis effectivement d'accord avec vous qu'il y a beaucoup à faire. Sylvain Debailly. Oui, ce portefeuille a été confié à Maria Toukodé, qui en même temps perd le portefeuille de l'indemnisation des victimes de guerre. La lutte contre la pauvreté, c'est une quête permanente. C'est une quête permanente, c'est une question qui est transversale. C'est vrai qu'on la confie ici à un ministère clé pour montrer le désir de vouloir lutter contre cette pauvreté-là, mais bon, on verra bien les résultats. Alors, les ministres PDCI ont été maintenus dans cette équipe gouvernementale. Alors, les ministres PDCI qui jusque-là ont montré à quel point
ils étaient engagés Oui, bien sûr. pour le parti unifié. Alors ils ont été maintenus et puis, bon, les autres alliés, l'UDPCI, le PIT le PCI. Et le MFA sont entrés donc dans ce gouvernement. Alors, qu'est-ce que ça change fondamentalement? Bon, déjà du point de vue de la résolution de la question politique, on a réuni les acteurs, les promoteurs de partis unifiés. Essayer de contenter tout le monde. Voilà, essayer de contenter tout le monde, tous ceux qui ont fait mains et des pieds, pour, je vais lui faire entendre la cause du parti unifié. C'est déjà un pas dans la logique des autorités qui veulent mettre en place le parti unifié, en l'occurrence le président Alassane Ouattara. Et en même temps, ça ne règle pas tous les problèmes aujourd'hui au sein de la coalition. Oui, évidemment. Cette situation laisse en l'état d'autres crises, c'est-à-dire la division du PDCI, la division du MFA, la division du PIT, la division de l'UPCI. C'est déjà trop. Mais bon, écoutez, on ne peut quand même pas faire contre la volonté, ou sinon avec la volonté de tout le monde, hein. L'opinion étant libre, certains militants des différents partis ou fétistes ont pensé qu'ils pouvaient accompagner le projet de parti unifié, même s'engager. Ils se sont engagés. On verra à la réalité ce que ça va donner. C'est leur libre choix. Sylvain Debailly. Oui, sur la question, je me réfère au titre d'un confrère le lendemain de la formation du gouvernement, que tout le monde est servi. Tout le monde est servi. Et effectivement, c'est une coalition qui est au pouvoir. Jusqu'en 2013, 2014, 2018, on pouvait encore croire que c'est une coalition. Mais cette fois-ci, quelqu'un a même parlé d'une équipe de campagne. Voilà, pour 2020. Est-ce que c'est le cas? À regarder même la configuration, qui respecte cette fois-ci un peu la géopolitique en Côte d'Ivoire, parce qu'on a des ministres issus un peu de toutes les régions du pays. Tout de suite, ça dessine les choses. Mais moi, je suis quand même curieux de savoir, quand on cite des gens comme des ministres PDCI, je suis curieux de savoir de quel PDCI il s'agit, parce que le lendemain de cette formation-là, on a vu un peu les réactions. Alors, dans ce gouvernement, il y a également le retour de M. Sidiki Konaté, très proche de Guillaume Soro. Est-ce qu'on peut dire que là, ça sonne le début de la décrispation entre, je vais dire, ces deux tendances au sein du RDR? D'accord, on pourrait le penser, hein, on pourrait le dire sans risque de se tromper, mais une chose que je voulais dire, c'est que à l'époque, les forces nouvelles étaient constituées de façon formelle. C'était une entité bien formelle, bien autonome et autres, mais les forces nouvelles n'existent plus véritablement. Est-ce qu'aujourd'hui, elles peuvent se fendre d'un communiqué pour parler en leur nom quand on sait que ces derniers temps, les différents acteurs, des personnalités proches de M. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, se sont exprimés individuellement, mais se réclamant toujours d'une entité, même si elle n'est pas véritablement, constituée. Donc pour la nomination de M. Sidiki Konaté, je voudrais préciser quelque chose. Hein. La nomination dépend déjà de soi-même. C'est-à-dire on peut vous coopter, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Ça c'est du côté civil, du côté citoyen. Un côté politique, on peut requérir la caution. Hein, celui qui veut vous nommer peut requérir la caution de votre parti, du mouvement politique auquel vous appartenez. Mais la question ici qui se pose, sinon la situation qui est réglée ici, c'est déjà que la présence de M. Sidiki Konaté fait penser tout de suite que son image de proche de Guillaume Soro est la preuve qu'il y a déjà eu des discussions au sommet et que c'est un début de réconciliation. Est-ce que c'est votre point de vue? Non, moi je veux tout de suite, premièrement, m'interroger d'abord, est-ce qu'on peut être, après avoir été, celui qui Konaté a été ministre, il le redevient, il est sorti du gouvernement, il redevient ministre. Sur la question précise, je voudrais m'en tenir à lui-même sa déclaration, où il dit qu'il est au gouvernement de par la volonté du président de la République, mais je pense que ça veut tout dire.
Et également, est-ce qu'il a reçu l'onction de Guillaume Soro? Je pense que Soro, depuis le Canada, a fait un communiqué pour se féliciter de l'entrée de Sidiki Konaté au gouvernement. Qu'on connaisse Soro pour ses communiqués un peu alambiqués. Mais est-ce que cela contribue à une certaine décrispation? Bon, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Il est trop tôt pour le dire, d'autant plus que cela n'a pas fait baisser les critiques entre le camp Soro et le camp Ouattara. Sidiki Konaté a juste titre est même traité de traître. Par certains. Par certains, oui. Alors ce gouvernement formé a été formé selon le PDCI, sans informer, sans consulter le président Bédié. Finalement, ça n'arrange pas trop les choses entre les deux leaders, les présidents Ouattara et Bédié. J'allais dire que Est-ce que ça sonne véritablement la fin de cette coexistence pacifique qui a prévalu depuis ça donne l'impression 2005. Ça donne véritablement l'impression que les cas se creusent et que véritablement la question du parti unifié reste un obstacle pour cette alliance qu'on a connue depuis les années 2005 qui a véritablement tout fait ensemble. Mais le problème également que ça pose, c'est que ces ministres qui sont au gouvernement, les ministres PDCI qui sont au gouvernement, là, ils viennent d'être désavoués par le PDCI. Mais finalement, ils répondent de qui? On en parlait la dernière fois. Oui, ils répondent de qui? De quelle caution politique bénéficient-ils? Ça, ce serait un véritable problème. Mais est-ce que dans les faits, quand les ministres doivent gérer des dossiers au quotidien, quand ils doivent travailler de façon normale, est-ce qu'ils s'en remettent véritablement à la hiérarchie politique? Est-ce que ça va véritablement poser problème? Une chose est certaine, le président dit qu'il fait avec ceux qui veulent le parti unifié. Donc, ce sont des ministres valables comme tous les autres. Tout à fait. Sylvain Debailly. Oui, le président, est-ce que le PDCI a été consulté? Est-ce qu'il n'a pas été consulté? Première chose que je voudrais dire, c'est que la nomination d'un ministre, c'est de la compétence du président de la République. C'est écrit dans notre Constitution. Mais cela me pose quand même un problème, la question des alliances en politique. La question des alliances en politique. Ici, on a vu un peu ce qui s'est passé peu avant la nomination de ce gouvernement. Il y a eu des délégations à Daoupro, rencontrer le président Bédié. La dernière, c'est celle menée par la présidente Henriette Dagri-Diabaté, la secrétaire générale Kandia Kamara, et que Bédié a renvoyé à Alassane Ouattara. Bon, dire qu'il n'a pas été consulté, je pense qu'on est toujours dans la guerre des mots. Dans la guerre des mots, c'est toujours les tensions politiques. Et en le disant ainsi, c'est peut-être pour faire monter encore cette tension-là. Est-ce qu'il a raison de le dire? Est-ce qu'il n'a pas vraiment été consulté? Bon, je pense que les faits sont là. Les faits sont là pour donner une réponse à cette question. Alors, nous allons aborder la deuxième partie de ce duel. Et nous allons bien évidemment parler du bureau politique du Rassemblement des Républicains qui s'est tenu cette semaine. Un dernier bureau politique qui a d'ailleurs proposé que le futur président du futur parti unifié soit le président Ouattara lui-même. Maintenant, est-ce qu'il va accepter? On ne peut l'affirmer. Je vous propose d'écouter l'extrait de la déclaration du porte-parole du parti présidentiel, Mamadou Touré. L'esprit dans lequel la direction du parti travaille avec le président d'honneur a toujours été de trouver la voie de l'unité avec tous les oufouettistes dans le but de servir la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Les démarches entreprises, les actions accomplies, les objectifs assignés vont tous dans le même sens, celui d'une Côte d'Ivoire en paix, unie et toujours plus prospère, dans laquelle il fait bon vivre ensemble. Le bureau politique a demandé au président d'honneur de prendre toutes les initiatives en rapport avec les autres présidents des partis du RHDP en vue de la création rapide du parti unifié.
dans la perspective de la mise en place des instances du parti unifié. Le bureau politique a donc demandé à son Excellence Alassane Ouattara d'accepter d'être le président du parti unifié RHDP. Pourquoi le président Ouattara devrait-il prendre la tête du RHDP? D'aucuns me répondront, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? C'est de bonne guerre. Ici, nous sommes en politique et un parti ne peut que demander le maximum pour lui et aux autres de se battre pour pouvoir arracher leur épingle du jeu. Donc quand le RDR demande à Alassane Ouattara de devenir président du parti unifié RHDP, c'est de bonne guerre. Ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit, même si à l'époque, les mêmes avaient demandé à Alassane Ouattara de devenir le président du RDR et il avait rejeté la demande. Voilà, il a rejeté. Voilà. Il n'a Donc, pas rejeté, il a préféré décliner gentiment. Voilà. On attend donc lundi pour savoir s'il va accepter ou encore s'il va rejeter. Bon, ben moi, je ne suis pas du tout surpris que le RDR demande au président Alassane Ouattara d'accepter la présidence du parti unifié. Pourquoi? Au nom de ce principe de primauté. Je dis qu'il est aux affaires. Il constitue, enfin, il se bat, s'acharne à mettre en place un parti unifié. C'est son ambition. Ah ben, est-ce qu'on comprendrait que quelqu'un d'autre, peut-être d'un autre parti, vienne diriger le parti? D'un point de vue historique, ce serait vraiment marqué l'histoire, sinon le passage de M. Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire d'une pierre blanche. C'est dire que le RDR voudrait qu'on retienne que c'est son leader qui a constitué le parti unifié, qui l'a dirigé. Mais le fait politique est ici que quand quelqu'un est déjà aux affaires et que l'équipe est remodelée, celui qui est aux affaires, on lui concède de poursuivre, n'est-ce pas, la direction de ses affaires, le temps de permettre une alternance. Je pense que c'est dans cette logique-là que le RDR demande au président Alassane Ouattara de continuer, sinon de prendre la tête du parti unifié. Oui, surtout que le président Bédié ne se sent pas concerné par la cérémonie qui va se dérouler d'ailleurs lundi. Et alors, finalement, la signature et la tenue de l'Assemblée constitutive, l'Assemblée générale constitutive de ce parti unifié, n'est-ce pas le signe que finalement les chances de dialogue entre le RDR et le PDCI s'amenuisent au fur et à mesure que, voilà, juste après maintenant la formation de ce gouvernement? D'accord. Il faut rappeler que M. Bédié est parti de recadrage en recadrage et cette fois, j'allais dire, embauche le ton de la menace. Il a clairement indiqué dans une interview accordée à le Nouveau Réveil que bon, ben, celui qui part à cette Assemblée générale constitutive s'exclut lui-même du PDCI, d'autant que le PDCI est aujourd'hui frappé par un deuil, mais en plus du deuil, qui ne se sent pas concerné par la Constitution. Voilà, un deuil, Jean Konambani, une figure de proue, vraiment un baron du PDCI, et que le PDCI lui-même ne se sent pas concerné, la direction du PDCI ne se sent pas concernée par le parti unifié. C'est dire que la séparation est véritablement plus loin et que s'ils n'y prennent garde, certainement ils pourraient se séparer dos à dos. Sylvain Debailly. Oui, est-ce que le dialogue tel qu'en lui-même, est-ce qu'il était rompu, est-ce qu'il n'est pas rompu? Je pense que c'est Alassane Ouattara qui le dit, qu'il demeure toujours attaché au dialogue et c'est lui qui dirige et donc moi je pense que ce serait à lui de prononcer la rupture de ce dialogue ou encore de le faire vivre. Toutefois, les plaintes du président du PDCI sont, à mon sens, légitimes. Les deux ont été ensemble depuis 2005 et il n'est pas vraiment bien séant qu'à l'occasion d'un remaniement ministériel, que les choses s'arrêtent là. Et que... Même si déjà avant, il y avait des signes avant-coureurs, que bon, ça n'allait pas trop. Oui, il y avait ces signes avant-coureurs, mais il aurait été intéressant de faire preuve de dépassement à ce niveau-là, parce que, comme on l'a rappelé ici la fois dernière, une crise entre le PDCI et le RDR laisse beaucoup d'incertitudes au sein même de la nation ivoirienne.
Merci, messieurs. Merci d'avoir participé donc à ce duel des éditorialistes. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci.